Le 13 novembre 1986, Véronique André quitte son cabinet d'avocate situé rue Faidherbe à Lille. Il est 18h43. Elle porte un manteau beige, une serviette en cuir sous le bras. Un témoin la voit traverser la place du Théâtre. Personne ne la reverra jamais. L'enquête conclura à un départ volontaire. Sa famille n'y croira jamais. 27 ans plus tard, une cassette audio découverte dans un mur change tout. L'affaire débute comme un dossier classique. Une femme de 32 ans disparaît sans laisser d'indice matériel. Aucune trace bancaire, aucun appel, aucune lettre. Les enquêteurs interrogent ses proches, ses collègues, ses clients. Personne ne détecte de signal d'alarme. Les jours passent, les recherches s'essoufflent. Le procureur prononce le classement sans suite. Le nom de Véronique André rejoint la liste des disparitions non élucidées. Le temps efface progressivement les détails. En 2013, lors de travaux de rénovation dans un ancien bâtiment administratif près du palais de justice, des ouvriers découvrent une cassette audio dissimulée derrière un conduit d'aération. La bande porte une date manuscrite, 13 novembre 1986. Elle contient un enregistrement de 47 minutes. Ce qui s'y trouve contredit la version officielle. Véronique André n'est pas partie volontairement. Elle était suivie. Avant de continuer, prenez un instant pour vous situer dans cette histoire. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? De quelle ville? Quelle heure est-il chez vous? Cette affaire s'est déroulée à Lille, dans le nord de la France, il y a près de 40 ans. Mais les questions qu'elle pose traversent le temps et l'espace. Si cette histoire vous interroge, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour soutenir ce travail de documentation. Vos commentaires sont également les bienvenus. Maintenant, revenons à notre histoire. Véronique André est née le 22 mars 1954 à Roubaix. Elle grandit dans une famille modeste du quartier du Pile. Son père est contremaître dans une usine de filature. Sa mère travaille comme secrétaire dans une école primaire. Véronique se distingue rapidement par son sérieux et son ambition. Elle obtient son baccalauréat avec mention en 1972. Elle s'inscrit à la faculté de droit de Lille. En 1978, elle prête serment comme avocate. Elle a 24 ans. Elle ouvre son propre cabinet rue Faidherbe en 1981. L'emplacement se situe à 200 mètres du palais de justice de Lille. Elle se spécialise en droit du travail et en droit pénal. Ses dossiers concernent principalement des licenciements abusifs, des accidents du travail, des conflits avec des employeurs. Véronique défend souvent des clients aux moyens limités. Ses honoraires restent modestes. Ses collègues la décrivent comme rigoureuse, tenace, discrète. Elle vit seule dans un appartement rue Solferino. Elle ne s'est jamais mariée. Elle entretient peu de liens sociaux en dehors de son activité professionnelle. Le mercredi 13 novembre 1986 commence comme une journée banale. Véronique arrive à son cabinet vers 9h du matin. Elle consulte son agenda. 3 rendez-vous sont prévus dans la matinée. L'après-midi, elle travaille sur un dossier urgent. Une audience est fixée le lendemain au tribunal de commerce. Vers 18h30, elle termine la rédaction de ses conclusions. Elle range ses documents. Elle enfile son manteau beige. Elle verrouille la porte de son bureau. Elle descend l'escalier étroit qui mène à la rue. Il fait déjà nuit. Les lampadaires diffusent une lumière jaune et froide. Un témoin aperçoit Véronique à 18h43 précise. Cet homme, libraire dans le quartier, la reconnaît formellement lors de l'enquête. Il indique qu'elle marchait normalement, sans signe d'inquiétude. Elle ne parlait à personne. Elle ne regardait pas derrière elle. Le libraire la perd de vue après quelques instants. Personne d'autre ne se manifestera pour confirmer l'avoir croisée après ce moment. Véronique André ne rentre jamais chez elle. Son appartement reste vide toute la nuit. Le lendemain matin, elle ne se présente pas à l'audience prévue. L'alerte est donnée dans l'après-midi. La police judiciaire de Lille ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Les inspecteurs interrogent la famille, les collègues, les clients de Véronique. Ils fouillent son appartement, son cabinet, ses archives professionnelles. Ils ne trouvent aucun indice matériel, aucune trace de lutte, aucun signe de préparation de départ. Les vêtements de Véronique sont dans son armoire. Ses papiers d'identité, son chéquier, ses clés sont introuvables. Les enquêteurs consultent ses comptes bancaires. Aucun retrait n'a été effectué depuis le 13 novembre. Aucun mouvement suspect n'apparaît dans les semaines précédentes. Véronique André semble s'être évaporée sans laisser de traces.
L'enquête initiale se concentre sur l'entourage immédiat de Véronique André. Les inspecteurs interrogent ses parents, son frère cadet, ses quelques amis. Tous décrivent une femme stable, travailleuse, sans problème apparent. Personne ne mentionne de conflits récents, de menaces, de comportements inhabituels. Les parents de Véronique habitent toujours Roubaix. Ils affirment n'avoir reçu aucun appel, aucune lettre de leur fille depuis plusieurs semaines. Le dernier contact remonte au 26 octobre, lors d'un déjeuner familial dominical. Véronique leur avait paru normale, peut-être un peu fatiguée, mais sans plus. Les enquêteurs fouillent le cabinet de la rue Faidherbe. Ils examinent les dossiers en cours, les correspondances, les notes manuscrites. Ils ne détectent aucun élément suspect. Les dossiers concernent des affaires ordinaires. Aucun client ne présente de profil inquiétant. Aucune menace écrite n'est retrouvée. Le téléphone du cabinet ne révèle aucun appel anormal dans les jours précédant la disparition. Les factures sont à jour. Le loyer est payé. Tout indique une activité professionnelle stable et régulière. Rien ne laisse présager un départ précipité. L'appartement de Véronique, situé au 3e étage d'un immeuble rue Solferino, est perquisitionné le 15 novembre. Les inspecteurs constatent un intérieur rangé, presque austère. Peu de meubles, peu de décorations. Une bibliothèque contenant principalement des ouvrages juridiques. Dans la cuisine, quelques provisions. Dans la salle de bain, des produits de toilette. Dans la chambre, un lit fait, une armoire contenant des vêtements. Aucun désordre, aucun signe de départ planifié. Les valises sont dans le placard. Le passeport de Véronique n'est pas retrouvé. Sa carte d'identité non plus. Son chéquier a disparu. Les enquêteurs interrogent les voisins de l'immeuble. Une femme âgée habitant au 2e étage déclare avoir entendu Véronique rentrer chez elle plusieurs soirs par semaine vers 19 h. Elle précise que Véronique vivait seule, recevait rarement des visites, ne faisait pas de bruit. Un autre voisin habitant au même étage que Véronique affirme ne pas l'avoir croisée depuis plusieurs jours avant la disparition. Il ne se souvient pas de l'avoir vue le 13 novembre. Personne ne signale d'événements inhabituels dans l'immeuble cette nuit-là. Aucun bruit de dispute, aucun va-et-vient suspect. Les enquêteurs élargissent leurs recherches. Ils contactent les gares, les aéroports, les compagnies de transport. Aucune réservation au nom de Véronique André n'est enregistrée. Ils interrogent les hôpitaux, les cliniques, les services d'urgence. Aucune admission correspondant à son signalement. Ils consultent les fichiers des personnes décédées non identifiées. Aucune correspondance. Ils diffusent un avis de recherche dans la presse locale. Le portrait de Véronique est publié dans plusieurs journaux. Quelques témoignages arrivent, mais aucun ne se révèle exploitable. Les pistes s'épuisent rapidement. Le 23 novembre, soit 10 jours après la disparition, les enquêteurs convoquent les collègues de Véronique au commissariat. 3 avocats exerçant dans le même immeuble rue Faidherbe sont entendus. Tous décrivent Véronique comme discrète, professionnelle sans histoire. L'un d'eux, Philippe Thomas, mentionne cependant un détail. Il indique avoir croisé Véronique dans l'escalier le mardi 12 novembre, soit la veille de sa disparition. Elle lui avait paru préoccupée. Il lui avait demandé si tout allait bien. Véronique avait répondu par l'affirmative, mais de manière brève. Philippe Thomas n'avait pas insisté. Ce témoignage est consigné dans le procès verbal. Les inspecteurs décident d'approfondir cette piste. Ils interrogent à nouveau Philippe Thomas. Celui-ci précise que Véronique semblait nerveuse, qu'elle regardait souvent derrière elle. Il ajoute qu'elle portait un foulard qu'il ne lui avait jamais vu auparavant. Ces détails sont notés, mais ne débouchent sur aucune investigation concrète. Philippe Thomas ne peut pas en dire davantage. Il affirme ne pas avoir remarqué d'autres comportements inhabituels chez Véronique dans les semaines précédentes. Ce témoignage reste isolé. Aucun autre collègue ne confirme avoir observé quelque chose de similaire. Le 1er décembre, les enquêteurs convoquent les clients de Véronique. Ils interrogent notamment une femme, Sylvie Vincent, qui avait rendez-vous avec Véronique le matin du 13 novembre. Sylvie Vincent explique qu'elle consultait Véronique pour un litige avec son employeur. Elle décrit l'avocate comme calme, attentive, professionnelle. Elle n'a rien remarqué d'inhabituel ce jour-là. Véronique lui avait donné rendez-vous pour la semaine suivante afin de poursuivre le dossier. Sylvie Vincent n'a plus jamais eu de nouvelles. Elle affirme ne rien savoir de plus. Son témoignage n'apporte aucun élément nouveau. Les semaines passent. L'enquête piétine. Les inspecteurs ne disposent d'aucune piste solide.
Aucune trace de Véronique n'est retrouvée. Aucun témoin ne se manifeste pour signaler l'avoir vue après le 13 novembre. Les hypothèses se multiplient. Certains enquêteurs penchent pour un départ volontaire. D'autres évoquent un accident, une agression, un enlèvement. Mais aucune théorie ne repose sur des éléments concrets. Le dossier reste ouvert, mais l'activité investigative diminue progressivement. Les ressources sont réallouées à d'autres affaires. Le nom de Véronique André glisse lentement vers l'oubli administratif. En janvier 1987, le procureur de la République de Lille reçoit un rapport de synthèse sur l'affaire Véronique André. Le document fait état de l'absence totale d'indices matériels, de témoignages contradictoires, de pistes inexploitables. Les enquêteurs concluent provisoirement à un départ volontaire. Cette hypothèse repose sur plusieurs éléments. La disparition du passeport et du chéquier de Véronique, l'absence de traces de violence, le profil psychologique d'une femme solitaire et potentiellement fragile. Le procureur demande la poursuite des investigations, mais avec des moyens réduits. L'affaire n'est pas classée, mais elle cesse d'être prioritaire. La famille de Véronique refuse cette version. Les parents, le frère, les proches rejettent catégoriquement l'idée d'un départ volontaire. Ils affirment que Véronique était attachée à son travail, à sa ville, à sa famille. Ils insistent sur le fait qu'elle n'avait aucune raison de fuir. Ils demandent la poursuite active de l'enquête, ils sollicitent des rendez-vous avec les enquêteurs, avec le procureur, ils distribuent des tracts dans l'île, placardent des affiches, contactent la presse. Mais le temps joue contre eux. Les médias se désintéressent progressivement de l'affaire. Les semaines deviennent des mois, les mois deviennent des années. En 1988, le dossier de Véronique André est officiellement classé sans suite. Le procureur justifie cette décision par l'absence de nouveaux éléments depuis plus d'1 an. Aucune découverte matérielle, aucun témoignage exploitable, aucune piste crédible. Le classement est notifié à la famille. Les parents de Véronique déposent un recours, mais celui-ci est rejeté. Le dossier rejoint les archives du tribunal. Il porte désormais le statut de disparition non élucidée. Véronique André devient un nom parmi des dizaines d'autres dans les registres de la police judiciaire. Son visage s'efface progressivement de la mémoire collective. Les années suivantes, la famille continue de chercher. Les parents de Véronique contactent régulièrement le commissariat. Ils demandent si de nouveaux éléments sont apparus. La réponse est invariablement négative. En 1990, le père de Véronique écrit une lettre au ministre de l'Intérieur. Il y décrit l'inaction des autorités, l'abandon du dossier, le silence insupportable. La lettre reçoit une réponse administrative standard. Aucune mesure concrète n'est prise. En 1992, la mère de Véronique décède d'une maladie cardiaque. Les proches estiment que le chagrin a accéléré sa mort. Le père continue seul. Le frère de Véronique, Pascal Fournier, tente également de relancer l'affaire. En 1995, il engage un détective privé pour mener une enquête indépendante. Le détective interroge d'anciens collègues, revisite les lieux, consulte les archives. Il ne découvre rien de nouveau. Les traces ont été effacées par le temps. Les témoins ont oublié. Les documents ont été archivés dans des cartons inaccessibles. Le détective rend un rapport négatif. Pascal abandonne cette voie faute de moyens financiers. Il conserve néanmoins tous les documents, toutes les coupures de presse, tous les échanges avec les autorités. Il classe méthodiquement ses archives dans son appartement. Au cours des années 2000, l'affaire Véronique André sombre dans l'oubli total. Aucun média n'en parle plus. Aucun enquêteur n'y travaille. Le père de Véronique décède en 2005. Pascal reste le seul membre de la famille à maintenir vivante la mémoire de sa sœur. Il continue de contacter le commissariat une fois par an, généralement à la date anniversaire de la disparition. Les réponses sont polies mais vides. Aucune avancée, aucun espoir. Pascal vieillit. Il accepte progressivement l'idée qu'il ne saura jamais ce qui est arrivé à Véronique. Mais il refuse de classer définitivement l'affaire dans son esprit. En 2010, la ville de Lille lance un vaste programme de rénovation urbaine. Plusieurs bâtiments historiques du centre-ville sont concernés. Parmi eux figure un ancien immeuble administratif situé rue de la Barre, à proximité immédiate du palais de justice. Ce bâtiment, construit au XIXe siècle, a successivement abrité des bureaux de l'administration fiscale, des services municipaux, des cabinets d'avocats. En 2010,
Il est désaffecté depuis plusieurs années. Les fenêtres sont murées. Les murs se dégradent. La ville décide de le rénover entièrement pour en faire des logements sociaux. Les travaux sont confiés à une entreprise locale. Les ouvriers commencent la démolition intérieure en mars 2013. Ils arrachent les cloisons, déposent les faux plafonds, débranchent les installations électriques. Le chantier progresse lentement. Le bâtiment est ancien, les structures fragiles. Il faut procéder avec précaution. Le 15 avril 2013, une équipe intervient au deuxième étage. Les ouvriers démontent un conduit d'aération métallique encastré dans un mur. Ce conduit relie plusieurs pièces entre elles. Il n'est plus en service depuis des décennies. En retirant une section du conduit, un technicien découvre un objet coincé à l'intérieur. Il s'agit d'une cassette audio. La cassette est recouverte de poussière. Elle porte une étiquette manuscrite sur laquelle figure une date, 13 novembre 1986. Le technicien la sort délicatement du conduit. Il la montre à ses collègues. Personne ne comprend immédiatement la signification de cet objet. Il décide de la conserver et d'en informer le chef de chantier. Celui-ci examine la cassette. Il remarque que la date correspond à 27 ans plus tôt, jour pour jour. Il décide de prévenir la police. Le soir même, la cassette est remise au commissariat central de Lille. Un procès-verbal de découverte fortuite est rédigé. La cassette audio est transmise au service de la police technique et scientifique de Lille. Les techniciens l'examinent avec précaution. Le boîtier en plastique est intact, mais fragile. La bande magnétique à l'intérieur semble préservée. L'étiquette manuscrite porte clairement la date, 13 novembre 1986. En dessous, une mention manuscrite difficile à déchiffrer semble indiquer 1h, 20h15. Les techniciens décident de numériser l'enregistrement avant de le lire. Cette procédure permet de préserver la bande d'origine en cas de dégradation lors de la lecture. L'opération est réalisée le 17 avril 2013. Le 18 avril, les enquêteurs écoutent l'enregistrement numérisé. La bande dure exactement 47 minutes et 12 secondes. Elle commence par un silence. Puis des bruits de pas se font entendre, des pas rapides, irréguliers, sur un sol dur. Ensuite, une respiration haletante. Une voix féminine murmure quelques mots indistincts, puis un bruit de porte qui claque. Puis à nouveau des pas, plus lents cette fois. Puis un long silence entrecoupé de respiration. Vers la 12e minute, la voix féminine prononce distinctement une phrase « Il me suit depuis 3 jours ». Les enquêteurs figent à l'écoute. Ils rembobinent. Ils écoutent à nouveau. La phrase est claire, bien articulée, malgré un fond sonore parasité. La voix trahit une tension évidente. Les enquêteurs poursuivent l'écoute. Vers la 15e minute, la voix reprend. « Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas ce qu'il veut. » Puis un silence de plusieurs minutes. Puis des bruits de pas à nouveau, mais cette fois différents, plus lourds, plus lents, comme si quelqu'un d'autre marchait à distance. Puis la voix féminine murmure « Il est là, je le vois ». Puis un bruit sourd, puis plus rien. Les enquêteurs écoutent le reste de la bande. Les 30 dernières minutes contiennent principalement des silences, des bruits de fond, des craquements, aucune autre parole distincte. Vers la 40e minute, un bruit de clé, puis un bruit de porte, puis plus rien jusqu'à la fin de l'enregistrement. Les enquêteurs repassent l'intégralité de la bande plusieurs fois. Ils tentent de filtrer les parasites, d'amplifier les sons faibles. Ils identifient quelques détails supplémentaires, des bruits de circulation lointains, un klaxon, une sirène de police. Ces éléments suggèrent un environnement urbain, mais rien de plus précis. Le 19 avril, les enquêteurs lancent une analyse phonétique de la voix enregistrée. Ils cherchent à identifier la locutrice. Ils consultent les archives de la police judiciaire. Ils recherchent des affaires non résolues datant de novembre 1986. Ils tombent rapidement sur le dossier de Véronique André. La date correspond exactement. La disparition, le contexte, la chronologie, tout coïncide. Ils contactent le frère de Véronique, Pascal Fournier. Il lui demande s'il possède des enregistrements de la voix de sa sœur. Pascal répond par la négative. Véronique n'apparaît sur aucune archive audio ou vidéo familiale. Les enquêteurs décident de procéder autrement. Ils contactent d'anciens collègues de Véronique. Ils leur font écouter la voix enregistrée sur la cassette. Philippe Thomas, l'avocat qui partageait le même immeuble que Véronique rue Fayderbe, reconnaît immédiatement la voix.
Il affirme avec certitude qu'il s'agit de Véronique André. Il précise qu'il a travaillé avec elle pendant 5 ans, qu'il connaît bien son timbre, son débit, son intonation. 2 autres anciens collègues confirment cette identification. Les enquêteurs considèrent cette reconnaissance vocale comme un élément déterminant. La cassette concerne bien Véronique André. Le 22 avril, les enquêteurs rouvrent officiellement le dossier de disparition. L'affaire est reclassée en enquête criminelle. Un juge d'instruction est désigné. Les archives de 1986 sont exhumées des cartons. Les procès-verbaux, les témoignages, les rapports sont relus intégralement. Les enquêteurs constatent plusieurs incohérences dans l'enquête initiale. Le témoignage de Philippe Thomas, qui mentionnait le comportement nerveux de Véronique la veille de sa disparition, n'avait jamais été véritablement exploité. Aucune recherche approfondie n'avait été menée pour déterminer si Véronique était effectivement suivie. Cette piste avait été négligée. Les enquêteurs tentent de retrouver d'autres témoins de l'époque. Ils contactent le libraire qui avait vu Véronique pour la dernière fois le 13 novembre 1986. L'homme est décédé en 2008. Sa femme, interrogée, ne se souvient de rien de précis. Elle confirme simplement que son mari avait témoigné à l'époque, mais elle ne peut fournir aucun détail supplémentaire. Les enquêteurs contactent également Sylvie Vincent, l'ancienne cliente de Véronique. Celle-ci habite désormais en région parisienne. Elle accepte de répondre à leurs questions. Elle confirme son témoignage de 1986, mais ne peut rien ajouter de nouveau. Les enquêteurs concentrent leurs efforts sur la cassette elle-même. Ils cherchent à déterminer où et comment elle a été enregistrée. Ils consultent des experts en acoustique. Ceux-ci analysent les bruits de fond, les réverbérations, les échos. Ils concluent que l'enregistrement a probablement été réalisé dans un espace fermé, peut-être un appartement ou un bureau. Les bruits de circulation suggèrent une proximité avec une rue passante. Les experts ne peuvent cependant pas identifier un lieu précis. Ils estiment que la bande a été enregistrée avec un magnétophone portable, un modèle courant dans les années 80. Véronique aurait donc délibérément enregistré sa propre voix cette nuit-là. Les enquêteurs émettent une hypothèse. Véronique aurait senti qu'elle était en danger. Elle aurait activé un magnétophone pour documenter ce qui lui arrivait. Elle aurait ensuite dissimulé la cassette dans le conduit d'aération de l'immeuble rue de la Barre, peut-être dans l'espoir qu'elle soit découverte ultérieurement. Mais pourquoi cet immeuble précisément? Les enquêteurs vérifient les registres cadastraux. En 1986, l'immeuble abritait notamment des cabinets d'avocats au 2e étage. Véronique aurait pu y avoir accès. Peut-être connaissait-elle quelqu'un dans cet immeuble. Peut-être s'y était-elle réfugiée. Cette piste reste à explorer. Le 26 avril 2013, les enquêteurs se rendent rue de la Barre. Ils inspectent l'immeuble en cours de rénovation. Ils montent au 2e étage, là où la cassette a été découverte. Le conduit d'aération traversait plusieurs pièces qui, en 1986, constituaient des bureaux distincts. Les enquêteurs consultent les archives municipales. Ils obtiennent la liste des occupants de l'immeuble à cette époque. 3 cabinets d'avocats louaient des espaces au 2e étage. L'un d'eux appartenait à un certain Alain Bernard, spécialisé en droit commercial. Un autre à Chantal David, spécialisé en droit de la famille. Le 3e à un avocat aujourd'hui décédé. Les enquêteurs retrouvent la trace d'Alain Bernard. Celui-ci a pris sa retraite en 2005. Il vit désormais à Marcq-en-Barœul, en périphérie de Lille. Il accepte de recevoir les enquêteurs le 29 avril. Il se souvient vaguement de l'affaire Véronique André. Il confirme avoir eu son cabinet rue de la Barre jusqu'en 1989. Il précise qu'il connaissait Véronique de vue, qu'ils se croisaient parfois au palais de justice. Il affirme cependant ne jamais avoir travaillé avec elle. Il ne se souvient d'aucun événement particulier le 13 novembre 1986. Il déclare n'avoir jamais été interrogé lors de l'enquête initiale. Les enquêteurs prennent note. Chantal David est également contactée. Elle habite toujours Lille. Elle exerce encore comme avocate, mais dans un autre cabinet. Elle reçoit les enquêteurs le 2 mai. Elle se souvient bien de Véronique André. Elle explique qu'elles se connaissaient professionnellement, qu'elles avaient collaboré sur quelques dossiers mineurs. Elle décrit Véronique comme une femme discrète, compétente, sans histoire. Elle affirme ne pas avoir été présente dans son bureau le soir du 13 novembre 1986. Elle était en déplacement à Paris pour une affaire. Elle ne peut donc fournir aucune information sur ce qui s'est passé cette nuit-là.
Les enquêteurs vérifient ces déclarations. Elles correspondent aux éléments du dossier. Les enquêteurs explorent une autre piste. Si Véronique a dissimulé la cassette dans le conduit d'aération, c'est qu'elle avait accès à cet immeuble. Peut-être y était-elle entrée pour se cacher. Peut-être connaissait-elle quelqu'un qui y travaillait. Les enquêteurs interrogent à nouveau Philippe Thomas, le collègue de Véronique qui partageait son immeuble rue Faidherbe. Celui-ci indique qu'il connaissait Alain Bernard de réputation, mais qu'il n'avait jamais travaillé avec lui. Il ne sait pas si Véronique avait des liens avec les avocats de la rue de la Barre. Il suggère cependant que Véronique aurait pu y avoir accès en tant que consoeur. Les immeubles abritant des cabinets d'avocats n'étaient pas toujours sécurisés à l'époque. Le 8 mai, les enquêteurs décident de reconstituer la soirée du 13 novembre 1986. Ils parcourent le trajet entre le cabinet de Véronique rue Faidherbe et l'immeuble rue de la Barre. La distance est de 600 mètres environ. Le parcours traverse la place du Théâtre, la rue Nationale, puis débouche sur la rue de la Barre. À pied, le trajet prend environ 8 minutes. Si Véronique a été vue pour la dernière fois à 18h43 place du Théâtre, elle aurait pu atteindre la rue de la Barre vers 18h50. L'enregistrement sur la cassette commence théoriquement à 20h15, selon la mention manuscrite. Cela laisse une période d'1h25 dont on ne sait rien. Les enquêteurs émettent plusieurs hypothèses. Première hypothèse, Véronique se serait rendue directement chez elle, rue Solferino, après avoir quitté son cabinet. Elle aurait ensuite ressenti un danger, aurait pris un magnétophone et serait revenue dans le centre-ville pour se réfugier rue de la Barre. Mais cette théorie pose problème. Personne ne l'a vue rentrer chez elle. Aucun voisin ne l'a croisée. Deuxième hypothèse, Véronique aurait erré dans le centre-ville pendant plus d'1 heure, sentant qu'elle était suivie, avant de se réfugier rue de la Barre. Cette version paraît plus cohérente avec le contenu de l'enregistrement. Troisième hypothèse, Véronique avait rendez-vous avec quelqu'un ce soir-là, un rendez-vous qui a mal tourné. Les enquêteurs relisent attentivement les procès-verbaux de 1986. Ils cherchent des mentions de rendez-vous, de contacts, de déplacements prévus. Ils ne trouvent rien. L'agenda de Véronique ne mentionnait aucun rendez-vous pour le soir du 13 novembre. Ses collègues n'avaient signalé aucun projet particulier. Les enquêteurs consultent également les registres téléphoniques de l'époque. Ils tentent de retrouver les appels passés depuis le cabinet de Véronique dans les jours précédant sa disparition. Les registres sont incomplets. Seuls quelques numéros sont identifiables. Tous correspondent à des contacts professionnels habituels. Aucun numéro suspect n'apparaît. Le 15 mai, les enquêteurs interrogent à nouveau Pascal Fournier, le frère de Véronique. Ils lui font écouter l'intégralité de l'enregistrement. Pascal écoute en silence. Lorsque la voix de sa sœur prononce les mots « Il me suit depuis 3 jours », il fond en larmes. C'est la première fois depuis 27 ans qu'il entend la voix de Véronique. Les enquêteurs attendent qu'il se reprenne. Ils lui demandent s'il se souvient de quelque chose d'inhabituel dans les jours précédant la disparition. Pascal réfléchit longuement. Il finit par mentionner un détail qu'il avait oublié. Véronique lui avait téléphoné le 10 novembre, soit 3 jours avant sa disparition. Elle semblait préoccupée. Elle avait demandé à Pascal s'il connaissait quelqu'un qui aurait pu la surveiller. Pascal précise que sur le moment, il n'avait pas pris cette remarque au sérieux. Il avait pensé que Véronique était fatiguée, stressée par son travail. Il lui avait conseillé de se reposer. Véronique avait répondu qu'elle verrait. La conversation s'était arrêtée là. Pascal n'avait jamais mentionné cet appel lors de l'enquête initiale. Il ne pensait pas que c'était important. Aujourd'hui, à la lumière de l'enregistrement, ce détail prend un sens nouveau. Véronique sentait effectivement qu'elle était suivie depuis 3 jours. L'enregistrement date du 13 novembre. Si elle a commencé à être suivie 3 jours plus tôt, cela correspond au 10 novembre, précisément le jour où elle a téléphoné à son frère. Les enquêteurs demandent à Pascal s'il se souvient d'autres détails de cette conversation. Pascal fouille sa mémoire. Il mentionne que Véronique avait parlé d'un homme qu'elle avait remarqué plusieurs fois près de son cabinet. Un homme d'environ 40 ans, vêtu d'un manteau sombre, qui semblait l'attendre dans la rue. Véronique ne savait pas qui c'était. Elle ne l'avait jamais vu auparavant. Pascal lui avait demandé si elle voulait qu'il vienne à Lille pour vérifier. Véronique avait refusé. Elle avait dit que ce n'était peut-être rien. Pascal regrette aujourd'hui de ne pas avoir insisté. Les enquêteurs consignent ces informations. Elles constituent le premier élément concret concernant l'identité potentielle du suiveur.
Le 20 mai 2013, les enquêteurs lancent un appel à témoins dans la presse régionale. Ils publient un article détaillé dans La Voix du Nord. L'article rappelle la disparition de Véronique André en 1986, évoque la découverte de la cassette audio et sollicite toute personne ayant des informations. L'article mentionne spécifiquement la description de l'homme en manteau sombre aperçu près du cabinet de Véronique dans les jours précédant sa disparition. Les enquêteurs espèrent que quelqu'un se souviendra de quelque chose, même 27 ans plus tard. Ils fournissent un numéro de téléphone dédié. Les premiers jours, l'appel ne génère que quelques réponses sans intérêt. Puis, le 24 mai, un témoignage arrive. Une femme âgée de 75 ans, Brigitte Bertrand, contacte les enquêteurs. Elle déclare avoir travaillé comme secrétaire au palais de justice de Lille jusqu'en 1988. Elle se souvient de Véronique André, qu'elle croisait régulièrement dans les couloirs du tribunal. Elle affirme avoir lu l'article dans le journal et avoir immédiatement pensé à un événement qu'elle avait observé en novembre 1986. Elle ne l'avait jamais signalé à l'époque, car elle ne pensait pas que c'était important. Aujourd'hui, elle estime devoir témoigner. Les enquêteurs la convoquent le lendemain au commissariat. Brigitte Bertrand explique qu'elle terminait son travail vers 18h30 chaque jour. Elle quittait le palais de justice par l'entrée principale, rue de la Barre. Le 12 novembre 1986, soit la veille de la disparition de Véronique, elle avait remarqué un homme stationnant devant l'immeuble qui abritait les cabinets d'avocats. Cet homme correspondait à la description mentionnée dans l'article. Environ 40 ans, manteau sombre, immobile. Brigitte l'avait remarqué car il semblait attendre quelqu'un. Elle l'avait croisé à plusieurs reprises dans les jours précédents, toujours au même endroit. Elle ne connaissait pas cet homme. Elle ne l'avait jamais vu auparavant. Elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Les enquêteurs montrent à Brigitte Bertrand une photographie de Véronique André. Brigitte confirme qu'elle connaissait Véronique de vue. Elle demande si l'homme en manteau sombre avait un lien avec elle. Les enquêteurs expliquent que c'est précisément ce qu'ils cherchent à déterminer. Ils demandent à Brigitte si elle peut fournir une description plus précise de l'homme. Brigitte réfléchit. Elle mentionne qu'il était de taille moyenne, cheveux bruns, visage ordinaire. Elle ne se souvient pas de détails particuliers. Elle n'avait jamais parlé à cet homme. Elle l'avait simplement remarqué parce qu'il était souvent là. Les enquêteurs prennent note. Ce témoignage corrobore les déclarations de Pascal Fournier. Véronique était effectivement suivie. Les enquêteurs décident de consulter les archives du palais de justice. Ils cherchent à déterminer si Véronique travaillait sur un dossier sensible en novembre 1986. Ils examinent les registres des audiences, les plaidoiries, les affaires en cours. Ils découvrent que Véronique défendait à cette époque un salarié licencié par une entreprise de transport routier. L'affaire concernait un licenciement abusif. Le salarié accusait son employeur de pratiques illégales. L'audience était prévue le 14 novembre, soit le lendemain de la disparition de Véronique. Cette affaire n'avait jamais été mise en avant lors de l'enquête initiale. Les enquêteurs décident de creuser cette piste. Ils retrouvent le nom de l'entreprise concernée, Transport Lefebvre, basé à Ronchin, en périphérie de Lille. Ils consultent les registres du commerce. L'entreprise a cessé son activité en 1991. Le dirigeant, Raymond Lefebvre, est décédé en 1997. Les enquêteurs tentent de retrouver d'anciens employés de l'entreprise. Ils contactent plusieurs personnes mentionnées dans les archives. La plupart sont décédés ou injoignables. L'un d'eux, Serge Roux, accepte de répondre à leurs questions. Il habite désormais Dunkerque. Les enquêteurs le contactent par téléphone le 30 mai. Serge Roux se souvient parfaitement de l'affaire. Il était lui-même employé de Transport Lefebvre en 1986. Il explique que l'entreprise traversait des difficultés financières. Le dirigeant, Raymond Lefebvre, avait licencié plusieurs salariés sans respecter les procédures légales. L'un d'eux avait porté plainte et engagé Véronique André comme avocate. Serge précise que Raymond Lefebvre était un homme violent, impulsif, capable de tout pour protéger son entreprise. Il avait menacé à plusieurs reprises les salariés qui osaient le contester. Serge affirme que Raymond aurait pu faire surveiller Véronique pour l'intimider. C'était dans son caractère. Les enquêteurs demandent si Raymond employait des hommes de main. Serge confirme que oui,
notamment pour surveiller les entrepôts et dissuader les vols. Les enquêteurs explorent cette piste. Ils recherchent dans les archives de la police judiciaire d'éventuelles mentions de Raymond Lefebvre. Ils découvrent qu'il avait été condamné en 1983 pour coups et blessures volontaires. En 1985, il avait été mis en examen pour intimidation de témoins dans une autre affaire. Mais les charges avaient été abandonnées faute de preuves. Raymond Lefebvre était donc connu des services de police. Les enquêteurs consultent les archives de Transport Lefebvre. Ils tentent d'identifier les employés qui auraient pu travailler comme surveillants ou hommes de main pour Raymond. Ils trouvent plusieurs noms, mais la plupart sont décédés ou introuvables. Le 5 juin, les enquêteurs interrogent le salarié que Véronique défendait en 1986. Cet homme, Thierry André, vit toujours à Lille. Il accepte de témoigner. Il se souvient bien de Véronique. Il la décrit comme une avocate dévouée qui avait accepté de défendre son dossier malgré ses faibles moyens financiers. Il confirme que Raymond Lefebvre était un homme dangereux. Il raconte qu'il avait lui-même reçu des menaces avant l'audience, des appels anonymes, des voitures qui le suivaient. Il avait signalé ces faits à Véronique. Elle lui avait conseillé de porter plainte. Thierry ne l'avait pas fait par peur. Il précise que l'audience du 14 novembre n'avait jamais eu lieu puisque Véronique avait disparu la veille. Le dossier avait été repris par un autre avocat, mais Thierry avait finalement abandonné sa plainte. Les enquêteurs demandent à Thierry s'il pense que Raymond Lefebvre aurait pu être impliqué dans la disparition de Véronique. Thierry répond qu'il en est convaincu. Il affirme que Raymond était capable de tout. Il ajoute que plusieurs anciens employés de Transport Lefebvre avaient disparu ou eu des accidents dans les années 80. Personne n'avait jamais rien prouvé, mais tout le monde savait que Raymond éliminait ceux qui le gênaient. Thierry regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. Il pensait que personne ne le croirait. Aujourd'hui, il accepte de témoigner officiellement. Les enquêteurs consignent ses déclarations. Elles renforcent l'hypothèse d'un lien entre Raymond Lefebvre et la disparition de Véronique. Le dossier de Véronique André est officiellement reclassé en homicide volontaire le 15 juin 2013. Le juge d'instruction considère que les éléments recueillis démontrent que Véronique a été victime d'une agression criminelle. L'enregistrement audio constitue la preuve qu'elle était traquée. Les témoignages confirment qu'elle était surveillée par un homme inconnu dans les jours précédant sa disparition. L'hypothèse d'un lien avec Raymond Lefebvre et son entreprise est retenue comme piste principale. Mais Raymond est mort depuis 16 ans. Les hommes qui travaillaient pour lui sont introuvables ou décédés. L'enquête se heurte au temps écoulé. Trop d'années ont passé. Trop de traces ont disparu. Pascal Fournier reçoit notification de la reclassification du dossier. Il se déclare soulagé que la vérité commence enfin à émerger. Il affirme que sa sœur n'est pas partie volontairement, qu'elle a été victime d'un crime et que la justice doit continuer à chercher les responsables. Il demande que l'enquête soit poursuivie avec tous les moyens nécessaires. Les enquêteurs promettent de continuer. Ils explorent toutes les pistes restantes. Ils interrogent d'autres anciens employés de Transport Lefebvre. Ils consultent des archives administratives, des registres fiscaux, des témoignages indirects. Mais les résultats restent maigres. Aucune preuve matérielle ne permet d'identifier formellement le suiveur. Aucun élément ne permet de localiser le corps de Véronique. En 2014, l'affaire fait l'objet d'un reportage dans un magazine télévisé. Le document retrace la disparition de Véronique, la découverte de la cassette, les révélations de l'enquête. Plusieurs témoins supplémentaires se manifestent après la diffusion. Aucun n'apporte d'éléments décisifs. L'un d'eux affirme avoir vu un homme correspondant à la description du suiveur près du canal de la Dule, en novembre 1986. Un autre mentionne des rumeurs selon lesquelles Raymond Lefebvre aurait fait disparaître des corps dans des décharges industrielles. Ces informations sont vérifiées, mais elles ne débouchent sur rien de concret. L'enquête piétine à nouveau. Le temps continue de jouer contre la vérité. Aujourd'hui, l'affaire Véronique André reste officiellement non résolue. Le dossier est toujours ouvert. Les enquêteurs continuent de recevoir des témoignages sporadiques, mais aucune avancée majeure n'a été enregistrée depuis 2013. Pascal Fournier a désormais 67 ans. Il continue de se battre pour que justice soit rendue à sa sœur. Il participe à des colloques sur les disparitions non élucidées. Il milite pour que les dossiers anciens soient réexaminés avec les technologies modernes. Il espère qu'un jour, une nouvelle découverte permettra d'identifier définitivement le coupable. Mais il sait
que ce jour pourrait ne jamais venir. La cassette audio a permis de rétablir une partie de la vérité. Véronique André n'est pas partie volontairement. Elle a été traquée, menacée, probablement tuée. Mais par qui exactement? Où se trouve son corps? Ces questions restent sans réponse. 27 ans de silence ont été brisés par 47 minutes d'enregistrement. Mais le mystère demeure, la justice reste incomplète, et le nom de Véronique André continue d'apparaître dans la liste des affaires non résolues du nord de la France.